Bonsoir à tous et bienvenue à cette édition du 20h. Deux titres à la une de ce journal. Les eaux troubles de la Camwater viennent d'emporter Alphonse Roger Ondoa Akoa. 21 mois après sa nomination à la tête de la Camwater, le directeur général a été limogé ce soir à l'issue d'un conseil d'administration extraordinaire. C'est le troisième directeur général qui arrive au sein de cette entreprise en l'espace de 5 ans. Le nouveau patron de la structure en charge de la production de l'eau potable au Cameroun est Gervais Bolinga. Et puis le torchon brûle au sein du RDPC. La hiérarchie du parti au pouvoir peine à ramener à l'ordre des cadres du parti jugés récalcitrants et trop critiques envers leurs propres camarades. Le secrétaire général du comité central du RDPC annonce qu'aucune communication ne se fera désormais sur les plateaux de télévision ou de radio, sans l'avis du secrétariat à la communication de ce parti. Voilà pour le sommaire. Les détails, c'est tout de suite. Une fois encore, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition du 20h. Un nouveau directeur général vient donc d'être porté à la tête de la Camwater, Alphonse Roger Ondoa Akoa. Le directeur général sortant a été limogé ce soir à la suite d'un conseil d'administration extraordinaire qui s'est tenu ici même à Douala. C'est le troisième directeur général qui arrive au sein de cette entreprise en l'espace de 5 ans. Il faut noter que le nouveau directeur général de cette entreprise en charge de la production de l'eau potable est Gervais Bolinga. Il était jusque-là en service au secrétariat de la présidence de la République. Des précisions avec Donald Agnusoa. Alphonse Roger Ondoa Akoa n'est plus le directeur général de la structure à capitaux publics chargée de la production de l'eau potable au Cameroun. Il a été limogé au cours d'une réunion extraordinaire du conseil d'administration présidé par Jérôme Obieta, président du dit conseil, et en présence du ministre de l'eau et de l'énergie, Basile Atanganakuna. Nommé à la tête de la Camwater en février 2016, Alphonse Roger Ondoa Akoa avait été présenté par la tutelle comme l'homme qui venait effacer les frasques managériales et autres dérapages financiers attribués à tort ou à raison à son prédécesseur, Jean-William Solo, arrivé à ce poste en 2012. Alphonse Roger Ondoa Akoa aurait donc failli à sa mission messianique qui consistait à juguler la grave crise d'approvisionnement en eau potable dans les principales agglomérations du pays, toujours sous le régime des coupures intempestives ou réduites au rationnement du précieux liquide. Les 21 mois de Alphonse Roger Ondoa Akoa à la tête de Camwater ont été marqués par les rapports conflictuels entre la direction générale et le conseil d'administration sur la vision managériale de l'entreprise. L'entreprise, chargée de l'aménagement des infrastructures dans le secteur de l'eau, a désormais un nouveau directeur général. L'administrateur civil principal, Bolinga Gervais, précédemment en service au secrétariat général à la présidence de la République, prend les rênes de Camwater dans un contexte où le chef de l'État a exigé que cette entreprise publique prenne le contrôle total de la production et de la distribution de l'eau au Cameroun. Les entreprises camerounaises éprouvent de sérieuses difficultés à rendre leurs produits compétitifs dans un contexte de libéralisation des marchés. Leur talon d'Achille, c'est le non-respect des normes et des qualités. C'est en tout cas ce qui ressort au regard de ce reportage signé Flavien Tongo et Farel Bounia. Si la qualité se définit comme étant l'ensemble des critères d'un produit qui permet de garantir la satisfaction du consommateur, au Cameroun, plusieurs produits qui existent sur le plan local sont en marge de cette définition. On parlera de la qualité quand on se sera donné les moyens pour implémenter sur le terrain ces normes-là. C'est pour ça que nous, en tant qu'experts, qui conseillons l'utilisation de ces biens de consommation, nous nous posons souvent la question de savoir comment est-ce que les certificats de conformité sont délivrés. Mais ce qu'on peut regretter quand même, c'est que comparé à des pays de même niveau que nous avons encore beaucoup de retard parce que la quantité de normes est très très faible encore. Des produits à consommer, et quelle que soit la nature, doivent respecter des normes. Un langage pas du tout conforme à la réalité camerounaise qui sombre dans la contrefaçon. Je ne suis pas certain de l'état de la conformité de ces produits en fonction des normes avant d'autoriser leur mise à la consommation. Il y a de fortes chances que les labos susceptibles de permettre les tests ne sont pas encore au point. Selon des experts, l'un des rares secteurs qui semble satisfaisant, c'est l'agroalimentaire. Dans le domaine alimentaire,
il y a un seul laboratoire qui fait office aujourd'hui de référent, c'est l'Institut Pasteur qui nous aide parfois à vérifier un certain nombre d'éléments, d'ingrédients dans le cadre de la conformité des produits. Et ce laboratoire n'a pas encore étendu cela, par exemple aux matériaux de construction. Pour des observateurs, l'implication du Cameroun dans les accords de partenariat économique semble avoir surpris certains industriels camerounais qui peinent à se mettre au pas de la norme et de la qualité. Puisqu'on parlait de domaine bâtiment, il faut encore que la mise en œuvre respecte une qualité. C'est les normes ISO, c'est les normes qui s'adressent au process. Et ça, c'est un autre aspect qui n'est pas forcément couru chez nous aujourd'hui. C'est là où, quand on aura franchi cette phase-là, je pense que le consommateur se sentira mieux protégé parce qu'on pourra dire avec certitude que ce qui nous est livré correspond à ce qui nous est promis. La qualité célébrée ce vendredi en mot de silence fait découvrir que le chemin de la perfection de la qualité reste long pour le Cameroun. Et nous le disions tout à l'heure, le torchon brûle au sein du RDPC, le parti au pouvoir au Cameroun. Le secrétaire général du comité central de ce parti peine à ramener à l'ordre des cadres jugés récalcitrants et très critiques envers leurs propres camarades. Résultat, la situation s'envenime dans le parti au pouvoir au point où le secrétaire général du RDPC, Jean Kouété, arrivé à Douala pour une chasse aux sorcières. Il annonce des mesures strictes. Des précisions avec Étienne Pascal Azégué. Il est désormais établi que certains militants du Rassemblement démocratique du peuple camerounais s'expriment sur les plateaux de télévision et radio dans la région du littoral sans l'aval du secrétariat à la communication de ce parti. À cela, le secrétaire général du comité central du RDPC a été clair lors de son discours pendant sa bêtise de travail qu'il a effectuée dans l'arrondissement de Douala 3e. Dans un contexte de plus en plus sensible, qui exige de notre part plus de discipline et plus de cohérence dans la communication, nous les invitons à se rapprocher dorénavant du secrétariat à la communication afin d'éviter des écarts d'analyse susceptibles de brouiller le discours du parti. Cette remarque du secrétaire général du comité central n'a pas laissé indifférents les militants habitués des médias dans la région du littoral. Ils reconnaissent qu'il y avait urgence à ce qu'un tamis soit fait pour savoir qui parle ou non au nom du RDPC dans les médias. Il ne faut pas confondre d'adversaires politiques, pour ne même pas dire ennemis. Ça suppose donc qu'il faudrait que ceux qui communiquent pour le parti puissent ne serait-ce que communiquer dans le sens de ce que le parti souhaiterait qu'on dise aux populations. Il y a plus que des gaps parce qu'il y a les militants qui ont maintenant pour fond de commerce de dénigrer leurs camarades du parti. C'est du populisme, mais c'est totalement inacceptable. Nous sommes un parti de gouvernement et nous devons avoir la discipline, la cohésion pour ne pas brouiller notre message. Le professeur Pascal Messanga Nyamdim, militant du RDPC, originaire de la région du littoral, dit d'ailleurs avoir fait les frais de ce type de militants dans les médias il y a quelques jours. On a vu des militants fustiger leurs camarades et critiquer. Je vous prends mon cas où lorsque certains ont soulevé la rumeur de ce que certains ont menti, il faut le rappeler, ils ont menti en soutenant que j'ai été par exemple interdit de sortie publique, hein, ce qui était totalement faux. J'ai entendu des camarades politiques dire des énormités, certains camarades impopulaires aussi, ça ne m'a pas gêné, dire que nous prenions trop d'initiatives. La visite de travail qu'effectue Jean Kouété dans la région du littoral et plus particulièrement dans l'arrondissement de Douala 3e a pour but de reconquérir cet arrondissement tombé lors des dernières séances à l'opposition, plus particulièrement au Social Democratic Front.
Parlons de tout à fait autre chose à présent. Que s'est-il passé ce matin au lycée bilingue de Bépanda? C'est dans l'arrondissement de Douala 5e. Une vingtaine d'élèves de cet établissement scolaire sont subitement rentrés en transe ce matin dans des conditions floues. Les médecins soupçonnent une crise de panique générale et collective qui est arrivée à la suite d'un bruit fort du tonnerre qui a retenti ce matin à la suite d'une forte pluie qui s'est abattue dans la capitale économique. Parmi les élèves ramenés à l'hôpital, on signale tout de même des cas de jeunes filles asthmatiques. Juline Gagnonde et Claude Quoi. Vent de panique ce 10 novembre 2017 au lycée bilingue de Bépanda, dans l'arrondissement de Douala 5e. Une vingtaine d'élèves de cet établissement scolaire sont tombés en transe dans des circonstances troubles et ont été conduits d'urgence à l'hôpital Acha, situé à quelques encablures du lycée. Les victimes ont immédiatement été prises en charge sous la supervision du médecin-chef de cette formation hospitalière. Ce dernier explique que la situation aurait été causée par la forte pluie qui s'est abattue dans la capitale économique aux premières heures de la matinée du 10 novembre. Cette pluie qui a fait surface dans notre ville ce matin a causé beaucoup de dégâts. Et les élèves du lycée de Bépanda ont été les plus affectés. Apparemment, le tonnerre a créé un court-circuit dans 2 bâtiments et apparemment ça a pris feu et ça a créé une panique. De cette panique, une vingtaine d'enfants sont tombés en transe dans la panique. Il y a eu à peine 2 cas vraiment très sérieux dont nous continuons le monitoring. Mais la situation est calme. N'importe quel parent qui avait l'enfant au lycée de Bépanda a couru seulement. Donc il fallait gérer la masse, il fallait gérer la population et s'occuper même des victimes. Mais à l'heure actuelle, tout est calme. Au lycée bilingue de Bépanda, c'est une véritable tombe. Les responsables de cet établissement scolaire, approchés par l'équipe d'Equinox Télévision, n'ont pas souhaité s'exprimer sur les causes réelles de cet incident. Rappelons que ce n'est pas la première fois qu'un tel phénomène se produise dans la cité capitale. Fin de parcours pour 4 hors-la-loi à Douala, spécialisés dans les braquages à main armée. Ils ont été récemment interpellés par les éléments de la police judiciaire. Ils avaient fait des quartiers Lokpom et Bonamoussadi leur terrain de chasse. Ils ont été interpellés. Ils méditent actuellement leur sort dans les cellules de la police judiciaire à Bonanjo. Claude Ekwa et Julienne Berthe-Bissay. 4 braqueurs mis hors d'état de nuire, un arrache-clou, une arme et des munitions. Voilà le bilan du démantèlement d'un gang de malfrats spécialisé dans les braquages de domicile au quartier Lokpom, Lokbessou et Bonamoussadi. Ces derniers ont été arrêtés par les éléments de la police judiciaire de Bonandio. L'on apprend de sources policières que le nommé Fotso Alex, alias Tupac, serait le cerveau du gang. Ces présumés malfrats méditent désormais leur sort dans les cellules de la police judiciaire de Bonandio. Même si 2 d'entre eux courent toujours, une enquête a été ouverte pour les traquer. Rendons-nous à présent dans le département du Nyon-Ekele, à Ezeka plus précisément. Une guerre de succession est désormais ouverte à la tête de plusieurs chefferies. Elle envenime l'atmosphère dans quelques villages de cette partie du pays. La légitimité de plusieurs chefs traditionnels est contestée par les populations au point où le sous-préfet d'Ezeka 2e a été appelé pour jouer les arbitrages. Des précisions dans ce reportage signé Gladys Sidje et Joël Niemba. Les éclats de voix lors d'une réunion de concertation entre le sous-préfet d'Ezeka 2e et les populations. C'est la course à la succession. Les uns et les autres ont du mal à s'accorder sur le successeur du chef de 3e degré du village Mapan à Ezeka. Il est question ici de procéder par élection et tous les candidats ne remplissent pas les critères. Je succède à mon père. Alors je ne peux pas passer comme un vautour. Je ne sais pas si son papa était chef. Moi je ne fais pas de vote. Parce que je ne sais pas si son père était chef ou alors son grand-père. Partout où j'ai été, je ne me suis jamais aussi bien représenté que quand je suis à ma part. Si je veux m'investir à ma part,
c'est parce que l'investissement que j'ai fait ailleurs, je pense que mon devoir serait de le faire aussi bien à ma part. Le sous-préfet, venu en sapeur-pompier pour rétablir l'ordre, a été accusé de prendre parti pour l'un des candidats. Je tiens d'abord à vous dire que je ne suis pas venu ici pour une mascarade. Je constate qu'effectivement, c'est ce que vous êtes venu organiser ici. Si je suis candidat, si j'ai présenté ma candidature pour succéder à Robert, j'ai présenté tous les documents qui m'ont justifié. Oui, vous dites que le sous-préfet est venu organiser une mascarade. Ce n'est vraiment pas possible. Mais je vais j'exige du respect. Donc je ne voudrais plus, quand vous me dites, je peux vous faire entendre pour vos propos calomnieux. Le sous-préfet va finalement réussir à instaurer le calme et procéder à l'élection du nouveau chef du village Mapan. J'ai jamais voulu être chef, c'est le village qui m'a porté à la chefferie. C'est la fierté de tout le village et surtout la reconnaissance de tous ceux qui ont été chefs. Nous ne voulons pas que les gens oublient l'histoire en pensant que c'est depuis 1977 que les chefferies traditionnelles existent. L'État a seulement organisé les chefferies en 1977 et a permis aux autorités compétentes de créer d'autres chefferies dans le but d'encadrer les populations dans certaines localités. Selon un décret présidentiel de 2013, les chefs traditionnels perçoivent mensuellement des allocations dont les montants sont fixés ainsi qu'il suit. Chef de premier degré, 200 000, chef de deuxième degré, 100 000 et chef de troisième degré, 50 000 francs CFA. On assiste de plus en plus à de véritables guerres de succession dans certains villages. À présent, cette mise au point de l'entreprise Dove, le président directeur général de Dove, Philippe Tagné Noubissi, rejette et condamne avec la dernière énergie les allégations propagées depuis quelque temps sur les réseaux sociaux et qui qualifient Dove d'entreprise tribale. Il n'en est rien selon le top management de Dove Distribution pour qui les recrutements et promotions de personnel se font sur la base du mérite et de la compétence. Écoutons à ce propos le chef service marketing et communication de Dove Distribution, Thierry Elundou. Dove, entreprise tribaliste ou qui favoriserait le tribalisme, ça me fait plutôt sourire, vraiment sourire, parce que je ne pense pas qu'il faut être anthropologue pour savoir que Elundou n'a rien à voir avec les origines du patron de Dove. Elundou est un fils du centre qui occupe des fonctions importantes dans l'entreprise Dove. Alors si, partant de là, vous imaginez que Dove pourrait faire l'objet d'une telle accusation, c'est se tromper lourdement. Je crois qu'il faut partir d'un fait, d'une réalité. Dove aujourd'hui peut attirer un certain nombre de jalousies et nous le comprenons. Mais il n'est pas question pour nous de répondre à ces oiseaux de mauvais augure. Mais il est question tout simplement pour nous de restituer la vérité. Le recrutement à Dove se fait sur étude de dossier et les candidats passent les tests. Et même dans notre politique d'export, des artisans exposent leur savoir-faire à Douala. Venus des 4 coins du pays, ils ont pris part à la 5e édition du Salon de l'artisanat du Vouri. Au menu, exposition d'objets d'art, mais également découvertes comme cette jeune maquilleuse professionnelle participante à ce salon et qui a ébloui tous les visiteurs. Précision avec Mirabel Mazo et François Dikoumé. Ça fait trop mal. Ne vous méprenez pas vite. Cette jeune demoiselle n'a pas été victime d'un accident, encore moins d'une agression. C'est de l'art, très peu connu et valorisé dans les mises en scène camerounaises. Sa maquilleuse a attiré vers elle toutes les attentions à l'ouverture de la 5e édition du salon artisanal du Vouri. J'ai constaté qu'ici au Cameroun, on a à peine de tourner les films parce qu'on a un manque des professionnels, des maquilleuses professionnelles. Donc j'ai préféré
créer mes propres produits et aussi je commande d'autres produits à l'extérieur pour pouvoir réaliser les fausses blessures qu'on appelle effets spéciaux. Et avant, les gens se disaient, même les réalisateurs, que c'était réellement, c'était vrai, où on fait les montages. Ce n'est pas le montage, je montre comment on fait des fausses blessures. Des effets spéciaux très côtoyés en Mondovision dans les séries telenovelas des chaînes étrangères pour représenter les victimes d'accidents et agressions. De quoi nourrir le cinéma camerounais. Une composition de plusieurs produits, d'herbes, de mélanges, de liquides, pour donner l'impression qu'on a affaire à une vraie blessure. Je fais avec le latex. Le latex, on ne le trouve pas ici au Cameroun. Donc, et puis la fondation. La fondation, c'est ceci. Les produits que j'ai composés, on ne peut pas dire tout. Et du faux sang, j'ai fait un mélange mélancolique. Donc de plusieurs produits et qui n'a pas d'effet secondaire. On peut boire pour lors des tournages, pour vomir du sang et bien d'autres. À première vue, ces visiteurs de stand ont pensé être en face d'une personne en danger, une réelle émotion. J'étais sûr que la fille a fait l'accident. C'est quelques minutes après que j'ai compris qu'effectivement elle était en train de faire son travail. Et quand tu vois, tu es sûr qu'elle sort d'un accident et on était en train de la soigner. Vraiment, j'ai eu l'émotion. Vraiment. Je pense qu'au Cameroun, nous avons des artistes et tout ce qu'on a besoin, c'est de soutenir ces artistes. Parce que quand nous voyons une Camerounaise, elle n'est pas européenne, elle est camerounaise, faire un art de ce genre, moi je pense que la meilleure façon, c'est de la soutenir. Comme elle a demandé, appel au gouvernement, et je crois que les gens vont voir son œuvre. Parce que quand on voit une fille comme ça, on dit qu'elle a fait l'accident. Effectivement, c'est que nous voyons dans les films, voilà ça qui se présente. Parce que comme moi je vois des films, quand je vois des blessures, je me dis que c'est la réalité. Mais voilà ce qu'une Camerounaise nous montre. Ce qu'elle sait faire, ce qu'elle peut faire. Donc tout simplement, il faut la soutenir. Et je crois que l'État a pris acte. Du haut de l'émerveillement, il caresse le rêve de voir ses talents représentés en masse ici au salon de l'artisanat du Vouri, soutenus et encouragés. Cette note triste en sport dans ce journal, Léonard Sequet pour l'éternité, la levée du corps de l'ancien entraîneur des Lions Indomptables a eu lieu ce jour à la morgue de l'hôpital militaire de Douala. Des dirigeants de clubs, entraîneurs et joueurs de renom étaient présents à cette cérémonie. Un moment d'émotion, notons que Léonard Sequet, entraîneur de sport de renom, est décédé il y a à peu près 2 semaines, ici même à Douala. Nous reviendrons sur ces obsèques dans nos prochaines éditions d'information. Un public reportage avant de refermer ce journal. 2 centres d'excellence de traitement post-récolte du cacao sont désormais fonctionnels dans l'arrondissement de Botmakak, c'est dans le département d'Union Ekele. Ils ont été inaugurés par le ministre du Commerce qui a appelé les planteurs d'Union Ekele à produire du cacao de haute qualité qui est donc demandé par les chocolatiers de France. Reportage. Ils sont désormais opérationnels. Les centres d'excellence de traitement post-récolte du cacao de Mintaba et de Simanyai, 2 villages de l'arrondissement de Botmakak, dans le département d'Union Ekele. Dotés de 2 unités, l'une pour la fermentation et l'autre pour le séchage amélioré au gazogène et à l'énergie solaire. Le centre d'excellence de traitement post-récolte permet la production d'un cacao haut de gamme et par ricochet l'augmentation des revenus du planteur. C'est ce site où les producteurs apportent leurs fèves nouvellement écabossées, toutes fraîches. Ils viennent tous ici les fermenter, puis les faire sécher. Et ce travail se fait par des jeunes issus du programme New Generation. Ils sont formés pour cela selon un protocole qu'ils respectent bien. Si Mintaba et Simanyai entrent dans l'histoire, c'est grâce à la société coopérative des producteurs de cacao d'Union Ekele.
Ce regroupement qui n'a que 3 ans d'existence a réussi par son dynamisme à fédérer les énergies autour de la nécessité, voire l'urgence de produire un cacao de qualité et ainsi de valoriser l'origine Cameroun. L'objectif de la coopérative, c'était d'arriver un jour, peut-être au bout de 10 ans d'exercice, à pouvoir exporter nous-mêmes ou à pouvoir vendre vraiment groupé. Mais on était loin d'imaginer qu'en très peu de temps, on pouvait avoir plutôt des chocolatiers et des traders internationaux. Nous repartons aujourd'hui avec une fine fleur, un noyau, quelques individus capables de faire un cacao de qualité et chemin faisant, les autres nous trouveront. Les maîtres chocolatiers et confiseurs de France sont demandeurs d'un cacao de qualité. Leur présence à Mintaba et à Simanyai galvanise davantage les planteurs. Je pense qu'effectivement, notamment les bacs de fermentation, c'est une technique assez nouvelle. Le CICC a réfléchi à des sources de chaleur tout à fait novatrices. On est assez impatient de découvrir les fèves, les premières fèves qui sortiront suivant le processus complet parce qu'effectivement, on est très favorablement impressionné par ce qui s'est fait ici. Les chemins sont donc balisés pour l'amélioration de la qualité du cacao issu du grand bassin de production que constitue le Nyong Ekele. Mais le corsage et l'enclavement des zones agricoles restent des défis à relever. Ceux qui s'engagent à encourager le corsage, à encourager le cacao de mauvaise qualité, seront tenus pour responsables. Parce que ce qui arrive ailleurs va arriver ici. Un cacao de mauvaise qualité ne sera plus acheté et alors, bonjour la pauvreté. Vous regardez l'état des routes. Il est difficile d'enlever 1 kilo de cacao ici pour le mettre sur le goudron. Nous avons besoin d'infrastructures. Voici un centre d'excellence. Mais quand le cacao sortira d'ici, où le mettra-t-on avant l'enlèvement? Nous n'avons pas de magasin approprié. En attendant, le gouvernement encourage les producteurs à persévérer dans l'effort devant tant d'opportunités qui s'offrent désormais à eux. Nous pensons qu'au travers de cet exemple, il va prospérer, il va faire que d'autres artisans chocolatiers et même des industriels qui s'intéressent davantage à ce cacao du Cameroun en se disant qu'ils vont trouver un cacao qui répond à tous les standards. Mais la vérité, elle est là, c'est qu'il faut que nous apprenions à consommer nous-mêmes ce que nous produisons. Et là aussi, ces partenaires sont disposés à nous accompagner. Les maîtres chocolatiers français ont quitté le Cameroun en promettant de revenir très vite, cette fois pour repartir avec d'importantes quantités de cacao, lesquelles auront respecté les normes prescrites de fermentation et de séchage. Avis donc aux coopératives des planteurs. Et c'est la fin de cette édition du journal. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez pour les éditions du week-end Nadine Yambou, Flavien Dongo et Jonathan Babila. Et dès lundi au 20h, Cédric Moufélé. Bon début de week-end à tous sur Equinox Télévision. Vous êtes venu organiser. Si je suis candidat, si j'ai présenté ma candidature pour succéder à Robert, j'ai présenté tous les documents qui m'ont justifié. Oui, le sous-préfet est venu organiser elle est vraiment pas possible. Mais j'exige du respect. Ah non. Donc je ne voudrais plus, quand vous me dites, je peux vous faire entendre pour vos calomnieux. Le sous-préfet va finalement réussir à instaurer le calme et procéder à l'élection du nouveau chef du village Mapan. J'ai jamais voulu être chef, c'est le village qui m'a porté à la chefferie. C'est la fierté de tout le village et surtout la reconnaissance de tous ceux qui ont été chefs. Nous ne voulons pas que les gens oublient l'histoire en pensant que c'est depuis 1977 que les chefferies traditionnelles existent. L'État a seulement organisé les chefferies en 1977 et a permis aux autorités compétentes de créer d'autres chefferies dans le but d'encadrer les populations dans certaines localités. Selon un décret présidentiel de 2013, les chefs traditionnels perçoivent mensuellement des allocations dont les montants sont fixés ainsi qu'il suit. Chef de premier degré, 200 000, chef de deuxième degré, 100 000 et chef de troisième degré, 50 000 francs CFA. On assiste de plus en plus à de véritables guerres de succession dans certains villages.
À présent, cette mise au point de l'entreprise Dove, le président directeur général de Dove, Philippe Tagné Noubissi, rejette et condamne avec la dernière énergie les allégations propagées depuis quelque temps sur les réseaux sociaux et qui qualifient Dove d'entreprise tribale. Il n'en est rien selon le top management de Dove Distribution pour qui les recrutements et promotions de personnel se font sur la base du mérite et de la compétence. Écoutons à ce propos le chef service marketing et communication de Dove Distribution, Thierry Elundou. Dove, entreprise tribaliste ou qui favoriserait le tribalisme, ça me fait plutôt sourire, vraiment sourire, parce que je ne pense pas qu'il faut être anthropologue pour savoir que Elundou n'a rien à voir avec les origines du patron de Dove. Elundou est un fils du centre qui occupe des fonctions importantes dans l'entreprise Dove. Alors si, partant de là, vous imaginez que Dove pourrait faire l'objet d'une telle accusation, c'est se tromper lourdement. Je crois qu'il faut partir d'un fait, d'une réalité. Dove aujourd'hui peut attirer un certain nombre de jalousies et nous le comprenons. Mais il n'est pas question pour nous de répondre à ces oiseaux de mauvais augure. Mais il est question tout simplement pour nous de restituer la vérité. Le recrutement à Dove se fait sur étude de dossier et les candidats passent les tests. Et même dans notre politique d'expérience, des artisans exposent leur savoir-faire à Douala. Venus des 4 coins du pays, ils ont pris part à la 5e édition du Salon de l'artisanat du Vouri. Au menu, exposition d'objets d'art, mais également Bonsoir à tous et bienvenue à cette édition du 20h. 2 titres à la une de ce journal. Les eaux troubles de la Camwater viennent d'emporter Alphonse Roger Ondoa Akoa. 21 mois après sa nomination à la tête de la Camwater, le directeur général a été limogé ce soir à l'issue d'un conseil d'administration extraordinaire. C'est le 3e directeur général qui arrive au sein de cette entreprise en l'espace de 5 ans. Le nouveau patron de la structure en charge de la production de l'eau potable au Cameroun est Gervais Bolinga. Et puis le torchon brûle au sein du RDPC. La hiérarchie du parti au pouvoir peine à ramener à l'ordre des cadres du parti jugés récalcitrants et trop critiques envers leurs propres camarades. Le secrétaire général du comité central du RDPC annonce qu'aucune communication ne se fera désormais sur les plateaux de télévision ou de radio sans l'avis du secrétariat à la communication de ce parti. Voilà pour le sommaire. Les détails, c'est tout de suite. Une fois encore, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition du 20h. Un nouveau directeur général vient donc d'être porté à la tête de la Camwater, Alphonse Roger Ondoa Akoa. Le directeur général sortant a été limogé ce soir à la suite d'un conseil d'administration extraordinaire qui s'est tenu ici même à Douala. C'est le 3e directeur général qui arrive au sein de cette entreprise en l'espace de 5 ans. Il faut noter que le nouveau directeur général de cette entreprise en charge de la production de l'eau potable est Gervais Bolinga. Il était jusque-là en service au secrétariat de la présidence de la République. Les précisions avec Donald Agnusoa. Alphonse Roger Ondoa Akoa n'est plus le directeur général de la structure à capitaux publics chargée de la production de l'eau potable au Cameroun. Il a été limogé au cours d'une réunion extraordinaire du conseil d'administration présidé par Jérôme Obieta, président du dit conseil, et en présence du ministre de l'eau et de l'énergie, Basile Atanganakuna. Nommé à la tête de la Camwater en février 2016, Alphonse Roger Ondoa Akoa avait été présenté par la tutelle comme l'homme qui venait effacer les frasques managériales et autres dérapages financiers attribués à tort ou à raison à son prédécesseur, Jean-William Solo, arrivé à ce poste en 2012. Alphonse Roger Ondoa Akoa aurait donc failli à sa mission messianique qui consistait à juguler la grave crise d'approvisionnement en eau potable dans les principales agglomérations du pays,
toujours sous le régime des coupures intempestives ou réduites au rationnement du précieux liquide. Les 21 mois de Alphonse Roger Ondoakoa à la tête de Kamwata ont été marqués par les rapports conflictuels entre la direction générale et le conseil d'administration sur la vision managériale de l'entreprise. L'entreprise, chargée de l'aménagement des infrastructures dans le secteur de l'eau, a désormais un nouveau directeur général. L'administrateur civil principal, Bolenga Gervais, précédemment en service au secrétariat général à la présidence de la République, prend les rênes de Kamwata dans un contexte où le chef de l'État a exigé que cette entreprise publique prenne le contrôle total de la production et de la distribution de l'eau au Cameroun. Les entreprises camerounaises éprouvent de sérieuses difficultés à rendre leurs produits compétitifs dans un contexte de libéralisation des marchés. Leur talon d'Achille. Nous les invitons à se rapprocher dorénavant du secrétariat à la communication afin d'éviter des écarts d'analyse susceptibles de brouiller le discours du parti. Cette remarque du secrétaire général du comité central n'a pas laissé indifférents les militants habitués des médias dans la région du littoral. Ils reconnaissent qu'il y avait urgence à ce qu'un tamis soit fait pour savoir qui parle ou non au nom du RDPC dans les médias. Il ne faut pas confondre d'adversaires politiques, pour ne même pas dire ennemis. Ça suppose donc qu'il faudrait que ceux qui communiquent pour le parti puissent ne serait-ce que communiquer dans le sens de ce que le parti souhaiterait qu'on dise aux populations. Il y a plus que des gars, parce qu'il y a les militants qui ont maintenant pour fond de commerce de dénigrer leurs camarades du parti. C'est du populisme, mais c'est totalement inacceptable. Nous sommes un parti de gouvernement et nous devons avoir la discipline, la cohésion pour ne pas brouiller notre message. Le professeur Pascal Messanga Nyamdim, militant du RDPC, originaire de la région du littoral, dit d'ailleurs avoir fait les frais de ce type de militants dans les médias il y a quelques jours. On a vu des militants fustiger leurs camarades et critiquer. Je vous prends mon cas où lorsque certains ont soulevé la rumeur de ce que certains ont menti, il faut le rappeler, ils ont menti en soutenant que j'ai été par exemple interdit de sortie publique, hein, ce qui était totalement faux. J'ai entendu des camarades politiques dire des énormités, certains camarades impopulaires aussi, ça ne m'a pas gêné, dire que nous prenions trop d'initiatives. La visite de travail qu'effectue Jean Kouété dans la région du littoral et plus particulièrement dans l'arrondissement de Douala 3e a pour but de reconquérir cet arrondissement tombé lors des dernières séances à l'opposition, plus particulièrement au Social Democratic Front. Parlons de tout à fait autre chose à présent. Que s'est-il passé ce matin au lycée bilingue de Beponda? C'est dans l'arrondissement de Douala 5e. Une vingtaine d'élèves de cet établissement scolaire sont subitement rentrés en transe ce matin dans des conditions floues. Les médecins soupçonnent une crise de panique générale et collective qui est arrivée à la suite d'un bruit fort du tonnerre qui a retenti ce matin à la suite d'une forte pluie qui s'est abattue dans la capitale économique. Parmi les élèves ramenés à l'hôpital, on signale tout de même des cas de jeunes filles asthmatiques. Juline Gagnon-Day et Claude Quoi. Vent de panique ce 10 novembre 2017 au lycée bilingue de Bepanda, dans l'arrondissement de Douala 5e. Une vingtaine d'élèves de cet établissement scolaire sont tombés en transe dans des circonstances troubles et ont été conduits d'urgence à l'hôpital Acha, situé à quelques encablures du lycée. Les victimes ont immédiatement été prises en charge sous la supervision du médecin-chef de cette formation hospitalière. Ce dernier explique que la situation aurait été causée par la forte pluie qui s'est abattue dans la capitale économique aux premières heures de la matinée du 10 novembre. Cette pluie qui a fait surface dans notre ville ce matin a causé beaucoup de dégâts. Et les élèves du lycée de Bepanda ont été les plus affectés. Apparemment, le tonnerre a créé un court-circuit dans 2 bâtiments et apparemment ça a pris feu et ça a créé une panique. De cette panique, une vingtaine d'enfants sont tombés en transe dans la panique. Il y a eu à peine 2 cas vraiment très sérieux dont nous continuons le monitoring.
Mais la situation est calme. N'importe quel parent qui avait l'enfant au lycée de Bépanda a couru seulement. Donc il fallait gérer la masse, il fallait gérer la population et s'occuper même des victimes. Mais à l'heure actuelle, tout est calme. Au lycée bilingue de Bépanda, c'est une véritable tombe. Les responsables de cet établissement scolaire, approchés par l'équipe d'Equinox Télévision, n'ont pas souhaité s'exprimer sur les causes réelles de cet incident. Rappelons que ce n'est pas la première fois qu'un tel phénomène se produise dans la cité capitale. Fin de parcours pour 4 hors-la-loi à Douala, spécialisés dans les braquages à main armée. Ils ont été récemment interpellés par les éléments de la police judiciaire. Ils avaient fait des quartiers Lokpom et Bonamoussadi leur terrain de chasse. Ils ont été interpellés. Ils méditent actuellement leur sort dans les cellules de la police judiciaire à Bonanjo. Claude Ekwa et Julienne Berthe-Bissaï. 4 braqueurs mis hors d'état de nuire, un arrache-clou, une arme et des munitions. Voilà le bilan du démantèlement d'un gang de malfrats spécialisé dans les braquages de domicile au quartier Lokpom, Lokbessou et Bonamoussadi. Ces derniers ont été arrêtés par les éléments de la police judiciaire de Bonandio. L'on apprend de sources policières que le nommé Fotso Alex, alias Tupac, serait le cerveau du gang. Ces présumés malfrats méditent désormais leur sort dans les cellules de la police judiciaire de Bonandio. Même si 2 d'entre eux courent toujours, une enquête a été ouverte pour les traquer. Rendons-nous à présent dans le département du Nord-Ekele, à Ezeka plus précisément. Une guerre de succession est désormais ouverte à la tête de plusieurs chefferies. Elle envenime l'atmosphère dans quelques villages de cette partie du pays. La légitimité de plusieurs chefs traditionnels est contestée par les populations au point où le sous-préfet d'Ezeka 2e a été appelé pour jouer les arbitrages. Des précisions dans ce reportage signé Gladys Sidje et Joël Niemba. Les éclats de voix lors d'une réunion de concertation entre le sous-préfet d'Ezeka 2e et les populations. C'est la course à la succession. Les uns et les autres ont du mal à s'accorder sur le successeur du chef de 3e degré du village Mapan à Ezeka. Il est question ici de procéder par élection et tous les candidats ne remplissent pas les critères. Je succède à mon père. Alors je ne peux pas participer à un vote où je ne sais pas si son papa était chef. Moi je ne fais pas de vote. Parce que je ne sais pas si son père était chef ou alors son grand-père. Partout où j'ai été, je ne me suis jamais aussi bien représenté que quand je suis à ma part. Si je veux m'investir à ma part, c'est parce que l'investissement que j'ai fait ailleurs, je pense que mon devoir serait de le faire aussi bien à ma part. Le sous-préfet, venu en sapeur-pompier pour rétablir l'ordre, a été accusé de prendre parti pour l'un des candidats. Je tiens d'abord à vous dire que je ne suis pas venu ici pour une mascarade. Je constate qu'effectivement c'est le non-respect des normes et des qualités. C'est en tout cas ce qui ressort au regard de ce reportage signé Flavien Tongo et Farel Bounia. Si la qualité s'est définie comme étant l'ensemble des critères d'un produit qui permet de garantir la satisfaction du consommateur, au Cameroun, plusieurs produits qui existent sur le plan local sont en marge de cette définition. On parlera de la qualité quand on se sera donné les moyens pour implémenter sur le terrain ces normes-là. C'est pour ça que nous, en tant qu'experts, qui conseillons l'utilisation de ces biens de consommation, nous nous posons souvent la question de savoir comment est-ce que les certificats de conformité sont délivrés. Mais ce qu'on peut regretter quand même, c'est que comparé à des pays de même niveau que nous avons encore beaucoup de retard parce que la quantité de normes est très très faible encore. Des produits à consommer, et quelle que soit la nature, doivent respecter des normes. Un langage pas du tout conforme à la réalité camerounaise qui sombre dans la contrefaçon. Je ne suis pas certain de l'état de la conformité de ces produits en fonction des normes avant d'autoriser leur mise à la consommation. Il y a de fortes chances que les labos susceptibles de permettre les tests ne sont pas encore au point. Selon des experts, l'un des rares secteurs qui semble satisfaisant, c'est l'agroalimentaire. Dans le domaine alimentaire, il y a un seul laboratoire qui fait office aujourd'hui de référent, c'est l'Institut Pasteur qui nous aide parfois à vérifier un certain nombre d'éléments, d'ingrédients
dans le cadre de la conformité des produits. Et ce laboratoire n'a pas encore étendu cela, par exemple aux matériaux de construction. Pour des observateurs, l'implication du Cameroun dans les accords de partenariat économique semble avoir surpris certains industriels camerounais qui peinent à se mettre au pas de la norme et de la qualité. Puisque vous parlez de même bâtiment, il faut encore que la mise en œuvre respecte une qualité. C'est les normes ISO, c'est les normes qui permettent qui s'adressent au process. Et ça, c'est un autre aspect qui n'est pas forcément couru chez nous aujourd'hui. C'est là où, quand on aura franchi cette phase-là, je pense que le consommateur se sentira mieux protégé parce qu'on pourra dire avec certitude que ce qui nous est livré correspond à ce qui nous est promis. La qualité célébrée ce vendredi en mot de silence fait découvrir que le chemin de la perfection de la qualité reste long pour le Cameroun. Et nous le disions tout à l'heure, le torchon brûle au sein du RDPC, le parti au pouvoir au Cameroun. Le secrétaire général du comité central de ce parti peine à ramener à l'ordre des cadres jugés récalcitrants et très critiques envers leurs propres camarades. Résultat, la situation s'envenime dans le parti au pouvoir au point où le secrétaire général du RDPC, Jean Kouété, arrivé à Douala pour une chasse aux sorcières. Il annonce des mesures strictes. Des précisions avec Étienne Pascal Azigui. Il est désormais établi que certains militants du Rassemblement démocratique du peuple camerounais s'expriment sur les plateaux de télévision et radio dans la région du littoral sans l'aval du secrétariat à la communication de ce parti. À cela, le secrétaire général du comité central du RDPC a été clair lors de son discours pendant sa visite de travail qu'il a effectuée dans l'arrondissement de Douala 3e. Dans un contexte de plus en plus sensible, qui exige de notre part plus de discipline et plus de cohérence dans la communication,